Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Donc l'Argus de l'assurance, comme on peut le voir sur la slide suivante, ce sont plus de 150 programmes et 400 sessions de formation dispensées chaque année en présentiel ou à distance, à la fois via du e-learning ou des classes virtuelles. Et puis, sur des thématiques variées, comme on peut le voir après, le risk management, la finance, la réglementation, la distribution, le digital, voilà, et des formations à 95%, on va dire, compatibles DDA. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet que depuis plus de 2 ans maintenant, la plateforme Visa DDA est le partenaire privilégié des professionnels du courtage qui vous accompagnent à travers votre obligation de formation de 15 heures annuelles. Et puis, ce sont bien sûr des formations. Une formation notamment sur le sujet qui va nous intéresser ce matin, qui est animée par Maître Crevaux qui nous accompagne. Donc, Maître Crevaux est avocate au barreau de Lyon et elle exerce depuis plus de 10 ans son activité en droit public et plus spécifiquement en droit de la fonction publique et gestion des ressources humaines. Et donc, c'est elle qui nous accompagne sur cette intervention autour de la protection sociale des agents publics. Un décret qui a été publié au journal officiel le 24 avril 2022, mais qui depuis connaît certains remous, notamment avec ces derniers jours le report d'1 an de l'entrée en vigueur de la réforme. Alors, où en sommes-nous? C'est avec Maître Crevaux que nous allons tâcher d'y répondre. Donc, de votre côté, n'hésitez pas à poser tout au long du webinaire grâce au module questions que vous devez avoir sur votre écran et je lui relayerai ces questions à l'issue de son intervention. Donc voilà, Maître Crevaux, je vous laisse la parole. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue effectivement pour ce webinaire d'1 heure avec l'Argus de l'assurance pour parler de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Effectivement, c'est un sujet qui est d'actualité, mais qui est d'actualité depuis un petit moment maintenant. Donc l'idée de ce webinaire est de revoir un petit peu, de rebalayer rapidement tout ce qui a été fait depuis finalement la loi du 6 août 2019, parce qu'en fait c'est la loi de transformation de la fonction publique qui a initié en fait le processus de réforme sur cette thématique, et surtout pour s'attarder à la fin sur les dernières avancées, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est effectivement, répondre à la question où en est-on de cette réforme de la protection sociale complémentaire. Donc d'abord, quelques propos liminaires pour bien recadrer un petit peu le sujet. De quoi parle-t-on? Effectivement, il faut se replonger dans la loi de transformation de la fonction publique, qui a maintenant presque 4 ans, avec son article 40 qui a habilité le gouvernement à réformer finalement la protection sociale complémentaire. Un délai d'habilitation avait été fixé de 15 mois, ce qui nous a conduit, avec notamment un rapport de la mission des inspections générales des affaires sociales, des finances et de l'administration, un rapport concernant chaque fonction publique et les pratiques qui avaient lieu, qui étaient en cours dans chaque fonction publique en matière de couverture, santé et prévoyance. Et ça nous a conduit à une ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Donc ça, c'était l'étape 1, en fait, de cette réforme portant sur la protection sociale complémentaire qui a conduit à la modification. Alors, à l'époque, c'était l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 83 et c'est désormais un article qui est codifié au sein de plusieurs articles du Code général de la fonction publique, qui est en fait venu rendre obligatoire la participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire santé. Avant, on était sur un système facultatif et donc qui était appliqué de manière très hétérogène entre des employeurs publics. Et ça crée notamment une distinction avec le secteur privé, dans lequel, au sein du secteur privé, vous avez une obligation légale pour tous les employeurs de prendre en charge au moins la moitié des frais engagés pour la couverture mutuelle. Donc, il y avait une réelle différence, et donc déjà entre secteur privé et secteur public, et ensuite au sein du secteur public, on avait d'énormes différences entre des ministères ou des collectivités qui avaient mis en place cette couverture et d'autres qui ne l'avaient pas mis en place. Et en plus, au sein de ceux qui avaient mis en place la couverture, vous aviez des montants particulièrement hétérogènes, divers de participation. Donc, depuis l'ordonnance, vous avez une obligation de participer au financement de la couverture santé. La participation, en revanche, prévoyance, reste facultative
de manière générale. On va le voir, il y a la spécificité de la fonction publique territoriale, mais en tout cas, le texte général prévoit une participation facultative pour la prévoyance. Et ensuite, une large part qui est laissée en fait à la négociation collective, c'est-à-dire c'est aussi un des apports de la loi du 6 août 2019, c'est le rapprochement avec le droit du travail et l'intégration de ces modalités, de ce fonctionnement très négocié qu'on va retrouver dans la fonction publique avec la possibilité en fait de négocier avec les organisations syndicales pour compléter la loi, aller plus loin que les dispositions législatives ou réglementaires. Dans la fonction publique territoriale, nous avons une spécificité parce que, en plus d'avoir une participation obligatoire pour la santé, au sein de la fonction publique territoriale, il y a une obligation légale de participation financière également à la couverture prévoyance. Pour le reste, ça ne change pas. On parle toujours de contrat labellisé ou de convention de participation. Les garanties santé couvertes sont celles qui sont définies par l'article N911-7 du Code de la sécurité sociale. Et enfin, on a un texte législatif qui renvoie à des décrets pour déterminer le montant minimum de participation des employeurs territoriaux. L'ordonnance, et ça c'est important de se remémorer en fait le cadencement qui avait été prévu à l'origine, parce que justement on prend vous l'avez compris, avec l'annonce de la DGAFP il y a maintenant 15 jours, l'annonce du report, on va prendre un an de retard. Ce qui était prévu à l'origine, c'était une entrée progressive en vigueur de la réforme. 1er janvier 2022, une entrée en vigueur de l'ordonnance, et ensuite un étalement en fonction des fonctions publiques pour avoir effectivement cette obligation de participation financière. Pour la FPE, on avait à partir du 1er janvier 2022, j'y reviendrai, l'obligation du remboursement aux agents d'une partie du montant de leur cotisation. C'est-à-dire que la FPE n'était pas obligée de mettre en place une convention de participation, mais devait au moins verser un montant forfaitaire, et on y reviendra. Et au 1er janvier 2024, donc c'est-à-dire d'ici quasiment presque 6 mois, eh bien, les conventions devaient être passées pour pouvoir justement prendre en charge la participation financière au moins égale à la moitié du financement nécessaire. Dans la FPH, c'était plus complexe parce qu'en fait, on part de quasiment rien dans la fonction publique hospitalière, ou en tout cas rien de commun aux deux autres fonctions publiques. Donc, la fonction publique hospitalière a eu un peu plus de temps et l'entrée en vigueur des dispositions ne devait se faire que le 1er janvier 2026. Pour la FPT, 1er janvier 2025 pour ce qui concerne la prévoyance et 1er janvier 2026 pour ce qui concerne la santé. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais aborder à la fois la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. Pourquoi? Parce que la fonction publique de l'État, c'est ce qui est le plus avancé, on va dire, parce que comme les échéances étaient plus proches, le gouvernement et les organisations syndicales ont dû rapidement se mettre à discuter pour obtenir des accords. Et la fonction publique territoriale arrive un peu après et est un peu plus en retard par rapport à la fonction publique de l'État, compte tenu des échéances qui sont un peu plus loin. Et de toute manière, comme vous avez quand même un principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale ne pourra pas conduire, à mon sens, à des différences très importantes par rapport à ce qui se passe dans la fonction publique de l'État. Donc, pour commencer, dans la fonction publique de l'État, la réforme de la protection sociale complémentaire a d'abord pris la forme d'un dispositif transitoire. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2022, donc à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de réforme de la protection sociale complémentaire, eh bien, les employeurs de la fonction publique de l'État ne devaient pas forcément avoir mis en place une convention de participation, mais devaient rembourser une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire pour la couverture santé. Donc, c'était dans l'attente en fait de la mise en œuvre de la procédure de sélection des organismes et jusqu'à ce qu'il y ait une convention de participation qui soit conclue. Et donc là, tous les agents en fait étaient éligibles de la fonction publique, donc qu'on soit fonctionnaire titulaire ou stagiaire, mais également les agents contractuels et tous les agents publics qui sont soumis à des statuts particuliers tels que les magistrats, les militaires ou les ouvriers de l'État. On exclut évidemment les vacataires, qui ne sont pas véritablement des agents publics, et on exclut également les agents qui bénéficient d'ores et déjà d'une participation de leur employeur au financement de ces cotisations de protection sociale complémentaire. C'est-à-dire dans certains ministères, vous aviez d'ores et déjà une convention de participation, donc évidemment l'agent ne peut pas cumuler ce remboursement et la participation financière.
Et donc, les agents de l'État bénéficient d'un remboursement à hauteur de 15 euros par mois, dès lors qu'ils sont dans une des positions suivantes: activité, détachement, congé parental. Ça touche en fait toutes les positions du fonctionnaire. Ou alors, et donc, celui qui est dans cette position-là bénéficie du remboursement de 15 euros par mois s'il bénéficie d'un contrat conclu avec les organismes avec lesquels en fait les administrations vont pouvoir ensuite conclure une convention de participation, c'est-à-dire les mutuelles et les unions, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurance. Et pour cela, rien de plus simple, j'ai envie de dire, l'agent devait fournir une attestation de l'organisme auprès duquel il a son contrat, démontrant qu'il bénéficie à titre individuel ou en qualité d'ayant droit d'un contrat qui lui permet de couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Et en retour, l'administration doit lui verser 15 euros par mois pour faire face à ces dépenses-là. Et donc ça, c'est le dispositif transitoire qui devait s'appliquer jusqu'à, en principe, le 1er janvier 2024, parce qu'au 1er janvier 2024, en principe, tous les employeurs doivent être en ordre de bataille pour mettre en place la convention de participation et, à compter du 1er janvier, participer à hauteur de ce qu'ils auront déterminé, et non plus à hauteur de 15 euros. En parallèle de ce dispositif transitoire, il y a donc eu ces négociations au niveau national entre les organisations syndicales représentatives et l'État. C'est l'accord interministériel du 26 janvier 2022 qui a fixé en fait le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du nouveau régime en matière de santé au sein de la fonction publique de l'État, et qui était censé mettre en place en fait le régime applicable à compter du 1er janvier 2024. Et donc, il y a eu beaucoup de points qui ont été négociés entre l'État et les organisations syndicales. D'abord, le socle de couverture santé, c'est-à-dire les garanties en réalité qui devaient être à minima couvertes par le contrat. La couverture des agents, c'est-à-dire des agents actifs, mais également des ayants droit, des retraités, des veufs et des orphelins. Également une ouverture du bénéfice de cette couverture, non pas uniquement aux agents qui sont en activité ou en détachement, mais également ceux qui sont en congé parental, en congé pour raison de santé et en congé d'aidant. L'autre point négocié qui était assez important, c'était la question du principe de solidarité. C'est-à-dire que les organisations syndicales et l'État ont eu à cœur de renforcer en fait cette obligation de solidarité dans les contrats pour qu'ensuite ça soit un critère en fait de sélection des offres transmises par les organismes de mutuelle ou de prévoyance. Et donc, toutes ces négociations ont débouché sur un dispositif réglementaire, c'est-à-dire que l'accord interministériel du 26 janvier 2022 était donc un simple accord, c'est-à-dire une négociation entre les organisations syndicales et l'État, et il fallait ensuite transformer cet accord en une disposition réglementaire pour qu'elle ait une valeur normative. Et c'est le décret du 22 avril 2022 qui a eu cet objet, donc décret du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de santé dans la fonction publique de l'État. Et là, en fait, il va venir retranscrire tout ce qui a été décidé par l'accord de janvier 2022. On va d'abord avoir le renvoi aux bénéficiaires, c'est-à-dire les agents de droit public et de droit privé des administrations de l'État, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l'État. Et plus spécifiquement, on va renvoyer aux bénéficiaires actifs, c'est-à-dire évidemment les fonctionnaires civils, les agents contractuels de droit public et de droit privé, les ouvriers de l'État et les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat. Et ça renvoie à tous ces agents-là, y compris, ça c'était l'une des négociations avec les organisations syndicales, y compris lorsqu'ils sont placés en position de congé parental. C'est-à-dire que le congé parental ne fait pas cesser la participation de l'employeur à votre contrat de mutuelle. Donc en congé parental, en disponibilité, que ce soit pour raison de santé ou pour raisons liées aux charges parentales ou de maternité.
Congé de proche aidant, congé de présence parentale et congé de solidarité familiale sont également soumis à l'obligation en fait, de participation financière de l'agent et également en matière de congé de formation professionnelle. Donc vraiment, ça balaye finalement l'intégralité des situations dans lesquelles l'agent, bien qu'il perde le bénéfice de sa rémunération, versée par son employeur public, eh bien, va continuer à percevoir cet avantage de la participation financière à sa protection sociale complémentaire. Ensuite également, ça ressort, c'est la retranscription réglementaire des négociations avec les organisations syndicales, c'est les personnes qui peuvent bénéficier des garanties couvertes par le contrat collectif. Donc on a évidemment les bénéficiaires actifs, c'est-à-dire vous êtes en activité au sein de l'administration de l'État, mais c'est également ouvert aux bénéficiaires retraités et aux bénéficiaires ayant droit. Bénéficiaire retraité, c'est celui qui a la qualité de bénéficiaire actif à la date de cessation d'activité pour admission à la retraite. C'est-à-dire qu'au moment où il a été admis à la retraite, il était fonctionnaire de l'État ou agent contractuel de l'État, mais en fait, il était bénéficiaire actif et donc il est admis à la retraite et il va pouvoir évidemment continuer à bénéficier des garanties proposées par le contrat conclu avec l'État. Et il faut qu'il soit titulaire d'une pension de retraite direct du régime du Code des pensions civiles et militaires. En tout cas, en gros, si on résume, d'une pension de retraite délivrée par l'État français. Bénéficiaire ensuite, donc bénéficiaire retraité, bénéficiaire ayant droit. Donc effectivement, il suffit, vous pouvez faire bénéficier des garanties couvertes par le contrat collectif votre conjoint, qu'il soit finalement marié, pacsé ou que vous viviez avec en concubinage, et également vos enfants ou petits-enfants, lorsqu'ils sont âgés de moins de 21 ans, ou âgés de moins de 25 ans s'il poursuit ses études, ou sans condition d'âge lorsque cet enfant est reconnu ou ce petit-enfant est reconnu handicapé. Et les négociations ont également conduit à une obligation d'adhésion au contrat collectif souscrit par l'employeur. C'est-à-dire que dans la fonction publique de l'État, vous avez une obligation pour les agents de souscrire au contrat collectif sélectionné par votre employeur. C'est-à-dire que l'ordonnance qui est issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré uniquement une obligation de l'employeur vis-à-vis de ses agents. Et à aucun moment, l'ordonnance ne visait l'obligation pour les agents ensuite d'y adhérer. C'est-à-dire que c'était vraiment unilatéral. L'obligation ne se faisait que dans un sens. Mais à la suite des négociations, il y a eu l'intégration de cette obligation dans l'autre sens, c'est-à-dire l'obligation d'adhésion de l'agent au contrat collectif. Évidemment, il y a des exceptions. C'est les exceptions classiques en matière de mutuelle et de prévoyance, c'est-à-dire vous pouvez refuser légitimement le contrat proposé par votre employeur si vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire. Si vous êtes déjà couvert par un contrat individuel, et dans ce cas-là, le texte prévoit qu'on peut vous laisser bénéficier de ce contrat individuel jusqu'à la date d'échéance dans la limite de 12 mois. Ensuite, évidemment, ceux qui sont recrutés en CDD, on ne va pas leur demander à chaque fois qu'ils ont un nouveau CDD de changer de complémentaire et de souscrire au contrat de son employeur. Donc, mais sous réserve que l'agent justifie bénéficier d'ores et déjà d'une couverture individuelle. Et enfin, évidemment, les agents qui bénéficient dans le cadre d'une autre activité ou par l'intermédiaire de leur conjoint déjà d'une couverture par le biais d'une complémentaire santé d'entreprise, eh bien, pourront légitimement refuser le contrat collectif souscrit par leur employeur. Je passe peut-être rapidement sur la négociation des contrats collectifs dans la mesure où on renvoie finalement quasiment sauf à ce qui est des nouveautés prochaines, au contrat qui était déjà passé en amont. On fait désormais référence, c'est la seule nouveauté, au contrat de la commande publique. Donc, c'est des marchés, le texte renvoie expressément désormais aux marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du troisièmement de l'article R 2123-1 du Code de la commande publique. Mais ensuite, ce sont des contrats qui sont souscrits toujours auprès des mêmes types d'établissements, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurance. Et on va avoir une convention qui va être conclue pour une durée maximale de 6 ans. En termes de garantie, les contrats collectifs conclus dans la fonction publique de l'État doivent couvrir des garanties prévues par un arrêté.
Cet arrêté, il a été adopté il y a maintenant plus d'1 an, le 30 mai 2022. Et il va venir lister l'ensemble des garanties qui doivent être à minima compris dans le contrat collectif conclu. Évidemment, vous pouvez, et ça c'est la marge de manœuvre qui est laissée à chaque employeur dans la négociation avec ses propres organisations syndicales, vous pouvez avoir un accord collectif conclu au niveau national, local ou à l'échelon de proximité pour créer des garanties complémentaires ou supplémentaires et des garanties optionnelles. Et dans ce cas-là, si vous mettez en place ce type de garantie en plus des garanties minimales, eh bien, il faut en revanche qu'elles soient identiquement proposées ou applicables aux 3 catégories de bénéficiaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en place une garantie complémentaire uniquement pour les actifs ou des garanties optionnelles uniquement pour les retraités ou les ayants droit. D'accord ? Il faut que ça soit homogène au regard de l'ensemble des bénéficiaires. Quelques mots également sur les cotisations dans la fonction publique de l'État. C'est un système qui est un petit peu complexe, on n'a pas le temps en 1 heure de bien rentrer dans le détail de ce mécanisme, mais uniquement quelques mots pour comprendre que les cotisations des bénéficiaires sont calculées par référence à une cotisation d'équilibre qui va être déterminée pour chaque contrat collectif, souscrit pour les bénéficiaires actifs. Cette cotisation d'équilibre, qui va être révisée chaque année, elle est égale au coût mensuel des dispositifs de solidarité, plus la cotisation de référence. Et la cotisation de référence, c'est le coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l'ensemble des bénéficiaires actifs. Donc, la cotisation de référence plus le coût mensuel des dispositifs de solidarité vous donne cette cotisation d'équilibre qui va être révisée chaque année. Et ensuite, cette cotisation d'équilibre va être utilisée pour déterminer le montant qui va être le montant de participation du fonctionnaire, mais également le montant de participation de son employeur. Effectivement, pour les bénéficiaires actifs, la part acquittée par l'employeur va être égale à 50% de la cotisation d'équilibre. Donc 50% de cette cotisation d'équilibre qu'on aura déterminée en fonction de la cotisation de référence et des coûts mensuels des dispositifs de solidarité. Ensuite, vous avez une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif. Celle-là, c'est 20% de la cotisation d'équilibre. Donc, pour tout le monde, c'est 20% de la cotisation d'équilibre. Et ensuite, s'ajoute une 3e part individuelle, solidaire, acquittée par le bénéficiaire actif. Et là, elle va être calculée pour chaque contrat collectif en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire. C'est-à-dire que la cotisation payée par le fonctionnaire ou l'agent public va être décomposée d'une part acquittée par l'employeur, d'une part individuelle forfaitaire, ces 2 parts étant déterminées en fonction de la cotisation d'équilibre, et vous avez une 3e part qui, elle, va être ce qu'on appelle la part individuelle solidaire dans la mesure où elle va être fonction de la rémunération de l'agent. Ça, c'est pour les cotisations. Et enfin, vous avez dans la fonction publique de l'État une commission paritaire de pilotage et de suivi qui a été mise en œuvre pour assurer justement le suivi de la protection sociale complémentaire auprès des employeurs de l'administration de l'État. Elle va en fait venir proposer, elle va avoir différents rôles, cette commission paritaire de pilotage et de suivi. Et d'abord, elle va avoir un rôle de proposition. C'est elle qui, au niveau de l'employeur public, va proposer le barème de prise en charge, d'une part des cotisations des retraités bénéficiaires des contrats collectifs et les prestations d'accompagnement social. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les prestations de remboursement en fait des frais engagés pour la santé, elle va proposer les éventuelles prestations d'accompagnement social qui peuvent accompagner le contrat. Elle va participer à la définition et au pilotage des actions de prévention à conduire par les organismes avec les contrats collectifs, avec lesquels les contrats collectifs ont été conclus. Elle va participer à l'audit de ces contrats collectifs et elle va participer à la fixation du montant de la cotisation d'équilibre et l'appréciation des demandes d'évolution tarifaire. En gros, elle va avoir en fait un rôle de contrôle en amont pour préparer finalement le dossier et le dossier de consultation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander aux organismes de bien prévoir dans leur offre pour ensuite conclure la convention de participation. Elle va ensuite avoir un rôle pendant l'exécution du contrat, c'est-à-dire auditer, évaluer les contrats collectifs. Et elle va mettre
Et ensuite, tout au long du contrat, elle va pouvoir venir contrôler la bonne exécution de la convention, de la mise en œuvre des prestations d'accompagnement social, de la mise en œuvre des actions de prévention. Elle va ensuite, elle va suivre en fait l'exécution de la convention de participation. Ça, donc, c'est résumé assez rapidement ce qui a été mis en place de manière réglementaire actuellement, donc au 2 juin 2023, de manière réglementaire et qui sont issus du décret d'avril 2022 et de l'arrêté du 30 mai 2022 et qui viennent fixer le cadre général de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'État. Maintenant, la question, c'est depuis mai 2022, c'est-à-dire depuis presque un an, finalement, on n'a pas eu de texte réglementaire qui a été adopté. Donc la question, c'est où est-ce qu'on en est? Et en fait, on en est toujours en termes de négociation. Effectivement, en matière de complémentaire santé, vous aviez une négociation qui devait se faire dans chaque administration, c'est-à-dire pour mettre en œuvre finalement les conventions de participation, donc avec des négociations au niveau soit national en fonction des administrations, mais également au niveau local, ou au niveau des différents ministères. Il y avait une négociation qui devait être en cours avec les organisations syndicales pour conclure ces conventions de participation et avoir des offres qui soient le plus cohérent possible et le plus adapté possible aux spécificités de chaque administration d'État. Et donc, ces négociations devaient avoir lieu pour que, au 1er janvier 2024, il y ait une convention de participation qui soit entrée en vigueur. Et donc, avec toute la procédure qui devait être suivie en amont d'établissement du cahier des charges, avec la commission de suivi, paritaire de suivi de la protection sociale complémentaire, la mise en concurrence entre les différents organismes, l'analyse des offres, et enfin la conclusion de la convention. Donc pour avoir quelque chose au 1er janvier 2024, vous imaginez bien qu'il fallait particulièrement anticiper et prendre quasiment 9 mois, 6 mois, voire presque un an pour que tout soit effectif au 1er janvier 2024. Or, évidemment, ça a pris du retard, beaucoup de retard dans les différents ministères notamment. Et donc, la DGAFP, le 15 mai 2023, dans le cadre d'un comité de suivi de l'accord interministériel du 26 janvier 2022, parce que comme tout accord, en fait, vous avez une commission, pareil, un comité de suivi, c'est-à-dire qui s'assure en fait de la bonne exécution de l'accord négocié entre l'État et les organisations syndicales. Eh bien, il y a eu un premier comité de suivi le 15 mai 2023, et là, il y a eu un constat du retard pris dans les négociations et de la nécessité de reporter en fait l'entrée en vigueur des premiers contrats alors c'est ce que dit la DGAFP, pour garantir la qualité des négociations ministérielles et la mise en place opérationnelle du nouveau régime. Donc, report d'un an de l'entrée en vigueur de l'obligation des conventions de participation, donc au 1er janvier 2025. Évidemment, comme c'est une ordonnance qui a fixé la date d'entrée en vigueur de ces obligations, et donc au départ au 1er janvier 2024, il faut forcément que ça passe par une loi pour pouvoir acter de ce report. Et la DGAFP, en tout cas dans son annonce, a indiqué que ce report d'un an de l'entrée en vigueur serait acté dans le cadre du prochain projet de loi de finances. Ce qui signifie concrètement, c'est que on gagne un an en termes de négociation et de durée pour négocier finalement tout ce qui va être mis en place au sein des différentes administrations de l'État. Mais ça veut dire aussi que le dispositif transitoire que nous avons vu tout à l'heure, de remboursement des 15 € par mois pour chaque agent, est maintenu également jusqu'au 1er janvier 2025. Donc les agents vont pouvoir toujours continuer à bénéficier de ce dispositif transitoire de remboursement de 15 €, à charge pour eux de présenter l'attestation comme quoi ils sont bien couverts par un contrat mutuel. Ça, c'est pour la complémentaire santé. Dans la fonction publique de l'État, vous avez compris que la prévoyance restait facultative, d'accord ? Mais c'est pas pour ça qu'on l'a laissé de côté. Et le 4 avril 2022, il y a eu un accord de méthode signé par les 7 organisations syndicales représentatives. L'accord de méthode, c'est l'accord qui vient fixer les modalités selon lesquelles vont se passer les négociations. D'accord ? Donc, le 4 avril 2022, on s'est mis d'accord, État, organisations syndicales, pour suivre tel ou tel process
pour négocier en matière de prévoyance. Les négociations ont ensuite eu lieu, c'est-à-dire qu'on était d'accord sur comment on va négocier. Ensuite, les négociations ont eu lieu depuis maintenant 1 an. Et alors ça, c'était des annonces, c'est les annonces qui ont été faites. En principe, c'est Stanislas Guerini qui a indiqué que lui souhaitait et pensait qu'il y aurait un accord au printemps 2023. Bon, autant vous dire qu'on est à la fin du printemps 2023 et que nous n'avons toujours pas d'accord en matière de prévoyance, et ça risque de toute manière de prendre encore plus de temps compte tenu du retard déjà pris en matière de santé pour lequel il y a une obligation légale. C'est-à-dire que la prévoyance, comme ça reste facultatif, il est fort probable que ça prenne également énormément de retard pour d'abord se mettre en conformité avec pour ce qui concerne la complémentaire santé, et on verra la couverture prévoyance après, sachant que là-dessus aussi, je pense qu'il y a on a beaucoup de demandes de la part des organisations syndicales d'arriver à une obligation de l'employeur public de participer financièrement, et que ça fait partie en tout cas des premiers des points de négociation qui vont devoir aboutir prochainement, sachant que l'entrée en vigueur, en tout cas au regard de l'ordonnance de 2021, l'entrée en vigueur pour la prévoyance, c'est 1er janvier 2025. Donc, est-ce qu'ils vont profiter du projet de loi de finances pour reporter également d'1 an finalement l'entrée en vigueur de l'obligation en matière de prévoyance et reporter au 1er janvier 2026? On verra un petit peu comment ça aboutit, dans la mesure où c'est vraiment très très d'actualité, comme l'annonce du report date déjà de moins de 15 jours. J'en ai fini pour la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'État, et donc maintenant il faut qu'on voit ce qui est actuellement en vigueur dans la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique territoriale, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est une obligation légale d'avoir une participation financière à la santé et à la prévoyance. Et vous avez un décret du 20 avril 2022 qui est venu fixer les garanties en matière de prévoyance et de santé, et qui est venu fixer les montants minimums de référence pour déterminer la participation financière des employeurs territoriaux. Et donc, ce décret-là, du 20 avril 2022, est venu d'abord fixer les garanties prévoyance. Alors, tout d'abord, les garanties en matière de prévoyance pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, le minimum que doit couvrir le contrat collectif conclu et pour lequel la participation financière est obligatoire, doit couvrir le risque incapacité temporaire de travail et le risque invalidité. Dans le risque incapacité temporaire de travail, la couverture doit prévoir à minima des indemnités journalières complémentaires qui vont garantir une rémunération nette équivalente à 90% du traitement indiciaire de la NBI et 40% du régime indemnitaire net. D'accord ? Déduction évidemment faite des montants correspondant aux garanties statutaires versées par l'employeur. Les garanties statutaires versées par l'employeur, on avait l'habitude de faire référence à la protection sociale obligatoire, c'est-à-dire le maintien de rémunération auquel est assujetti l'employeur lors d'un placement en congé maladie de ses agents publics. Donc, indemnités journalières qui permettent de maintenir une rémunération nette équivalente à 90% du traitement indiciaire NBI comprise et 40% du régime indemnitaire net lorsque il y a un placement en congé maladie à compter du passage à demi-traitement et jusqu'à épuisement des droits à congé. C'est-à-dire que l'agent, quand il passe à demi-traitement, celui qui a souscrit en fait un contrat de prévoyance va pouvoir bénéficier en fait d'un maintien de rémunération plus important. Mais au-delà du placement en congé de maladie, vous avez à l'épuisement des droits à congé un placement en disponibilité d'office. Et le décret renvoie également à cette hypothèse-là, en prévoyant que le contrat collectif doit à minima prévoir des indemnités journalières complémentaires, garantissant, dans ce cas-là, c'est les mêmes seuils, une rémunération nette équivalente à 90% du traitement indiciaire et de la NBI et 40% du régime indemnitaire net. Si on résume, en fait, il faut que
en matière de risque incapacité temporaire de travail que les indemnités journalières versées par l'organisme permettent une rémunération nette équivalente à 90% du traitement indiciaire et à 40% du régime indemnitaire, qu'on soit lors de la phase de placement en congé maladie à demi-traitement ou qu'on soit, lorsqu'il y a eu épuisement des droits à congé, placé en disponibilité d'office. Ça, c'est pour le risque incapacité temporaire de travail. En parallèle, vous devez avoir une couverture du risque invalidité. Et là, le risque invalidité doit permettre à minima une rente garantissant une rémunération équivalente à 90% du traitement net. Sous réserve, en revanche, d'avoir été mis à la retraite pour invalidité et de ne pas avoir atteint l'âge d'admission à la retraite. Et son montant peut être augmenté de toute autre prestation ou indemnité, mais sans excéder 90% du traitement net de référence. Ça, c'est pour le risque d'invalidité. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Pour les agents qui sont affiliés au régime général, donc les agents affiliés au régime général, ce sont soit les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps non complet inférieur à 28 heures, ou pour les agents contractuels du droit public. Et là, vous avez en fait le même système, mais ce n'est pas les mêmes notions, mais c'est le même principe. Vous avez une couverture incapacité temporaire de travail et une couverture invalidité. Et pour l'incapacité temporaire de travail, vous devez avoir des indemnités journalières qui permettent d'avoir une rémunération nette équivalente à 90% du traitement indiciaire et 40% du régime indemnitaire. Et donc là, on renvoie en fait à chaque fois au congé maladie, mais aussi au congé sans rémunération, qui peuvent bénéficier aux agents contractuels et pendant lesquels ils n'ont pas de rémunération versée statutairement par leur employeur, et c'est l'organisme de prévoyance qui va venir compléter cette rémunération. Donc ça, c'est pour le risque incapacité temporaire de travail. Vous avez également le risque invalidité, où là, c'est exactement comme pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, c'est le versement d'une rente permettant de garantir une rémunération équivalente à 90% du traitement net de référence. Là, on ne renvoie pas tout à fait aux mêmes notions. Il faut que l'agent justifie d'une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain avec un classement en 2e ou 3e catégorie. Soit de justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 66% en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. Là, on renvoie à des spécificités liées à l'affiliation au régime général. Donc ça, ce sont les garanties qui doivent être à minima couvertes par le contrat collectif conclu par l'employeur territorial, à charge potentiellement de rajouter des garanties. En tout cas, c'est le panier minimum en matière de prévoyance. Et vous vous en souvenez, le texte afférent à la fonction publique territoriale indiquait que l'employeur territorial ne pouvait pas participer à moins de 20% d'un montant de référence. Ce décret d'avril 2022 vient fixer ce montant de référence à 35 €. Donc, les employeurs territoriaux ne peuvent pas participer à moins de 7 € par agent pour le contrat offrant des garanties en matière de prévoyance. Pour la santé maintenant, c'est un peu plus simple. Les garanties qui sont couvertes sont celles définies au 2 de l'article 911-7 du Code de la sécurité sociale, qui correspond à la prise en charge totale ou partielle du forfait journalier et de la participation de l'assuré au tarif servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale. Et enfin, vous avez les frais exposés pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel qui sont admis au remboursement. Donc tout ça, en fait, c'est le panier de soins minimum qui doit être couvert par le contrat collectif. C'est celles classiquement qui sont édictées par le Code de la sécurité sociale. Et là encore, vous aviez une référence à un montant fixé par décret où l'obligation légale, c'est de participer au moins à hauteur de la moitié de ce montant de référence. Et le montant de référence a été fixé par ce décret de 2022 à 30 €, ce qui donne une obligation pour les employeurs territoriaux de participer à hauteur de 15 € à compter du 1er janvier 2026.
On a dans la fonction publique territoriale, à l'inverse de la fonction publique de l'État pour l'instant, en tout cas en l'état des négociations, aucune obligation du côté des agents d'adhérer au contrat collectif sélectionné par l'employeur. Vous avez une obligation du côté de l'employeur, c'est d'avoir un contrat collectif en matière de santé, un contrat collectif en matière de prévoyance qu'il propose aux agents, mais les agents restent libres d'adhérer ou non à ces contrats. D'accord ? Contrairement à la fonction publique de l'État où on a vu qu'il y avait une adhésion obligatoire des agents au contrat collectif conclu en matière de santé. Où en est-on également dans la fonction publique territoriale à l'heure où l'on se parle? Parce qu'effectivement, vous avez ce décret d'avril 2022 qui est paru, mais depuis, on n'a pas eu grand-chose. Et effectivement, les négociations sont en cours. Le 12 juillet 2022, on a eu un accord de méthode relatif à la conduite des négociations. C'est-à-dire que l'accord de méthode, comme pour la fonction publique de l'État en ce moment avec la prévoyance, vous avez un accord de méthode entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales représentatives au niveau national qui se sont mis d'accord sur comment ils allaient négocier. Donc, et sur quoi ils allaient négocier, c'est-à-dire le champ de la négociation et les modalités, c'est-à-dire à quelle échéance on se rencontre, à quel rythme finalement les négociations doivent avancer. Et les principaux objets de la négociation, c'était de réaffirmer les garanties socles au bénéfice des agents, qui constitueront le cadre des futures négociations au niveau local, donc au niveau de différentes collectivités. C'était de venir encadrer les pratiques contractuelles, c'est-à-dire comment en fait on passe les contrats, les conventions de participation, et de définir évidemment les conditions de pilotage et de portage social des dispositifs de participation. Je vous ai remis l'ensemble des thèmes qui vont être abordés au niveau, qui sont actuellement abordés au niveau de la négociation. C'est le dialogue social au niveau local, c'est-à-dire quelle place on va donner aux organisations syndicales au niveau local pour participer à l'établissement des cahiers des charges. C'est approfondir, définir l'encadrement des différents régimes de participation, définir les modalités de financement et d'adhésion. En fait, c'est finalement aborder l'ensemble des points qui seront nécessaires pour passer ensuite la convention de participation ou encadrer en tout cas les contrats collectifs passés par les différents employeurs territoriaux. L'instance de négociation qui se réunit actuellement, elle est composée évidemment de représentants des employeurs territoriaux et de représentants des organisations syndicales représentatives. Et vous aviez en principe, dans l'accord de méthode, un calendrier qui avait été fixé, avec différentes réunions plénières, différentes réunions bilatérales, et en principe, on devait avoir un accord au 31 mars 2023, avec une retranscription normative nécessaire au printemps 2023. C'est-à-dire qu'on suit le même schéma que pour la fonction publique de l'État, un accord de méthode pour dire comment on va négocier, un accord, donc c'est celui de 2022, du 26 janvier 2022 dans l'État, et ensuite cet accord qui est retranscrit par un décret pour lui donner une valeur normative. Là, dans la fonction publique territoriale, on devait avoir un accord au 31 mars 2023 et des décrets qui étaient adoptés au printemps 2023. Or, force est de constater que, sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu encore d'accord au 31 mars 2023 et on n'a toujours pas eu les retranscriptions, évidemment, normatives correspondantes. Ça a donc pris beaucoup de retard. Également, un point sur lequel je voulais insister, c'est que dans les négociations, vous avez d'une part les employeurs territoriaux et d'autre part les organisations syndicales, et à aucun moment, et c'est relativement logique, mais à aucun moment les mutuelles n'interviennent. Donc, elles se sont finalement un peu organisées entre elles. Vous avez 9 mutuelles que je vous ai remis, qui ont édicté en fait un plaidoyer pour une réforme réussie de la protection sociale complémentaire. C'est un texte en fait que vous retrouvez sur Internet, qui est venu lister en fait l'ensemble des préconisations et observations, remarques qu'avaient à faire ces 9 mutuelles sur les éléments à mettre en fait dans la réforme. On peut en citer quelques-uns, mais par exemple, et c'est un des premiers points qui est cité, c'est de fixer un montant minimum de participation financière en prévoyance réellement incitative. C'est-à-dire que les mutuelles ont d'un commun accord considéré que 20% d'un montant de référence, et montant référence qui est fixé à 35 €, c'était pas suffisamment incitatif. C'est-à-dire que 7 €
de participation des employeurs, les mutuelles craignent que les agents en fait n'adhèrent pas au contrat collectif pour un montant aussi faible. Par exemple, si on prend le troisième point, c'est informer annuellement les agents sur les dispositifs mis en œuvre au sein de leur collectivité, c'est-à-dire renforcer finalement l'information des agents. C'est vrai que on peut le constater, moi je le constate effectivement à mon niveau, c'est constater que finalement parfois les collectivités mettent en place des mesures, notamment de protection sociale complémentaire, et finalement les agents sont assez peu informés. Alors ils peuvent être informés qu'il y en a, mais ils ne sont pas informés dans le détail de ce dont ils ont droit, ce à quoi ils ont droit, s'ils concluent tel ou tel contrat, et notamment en termes de montant, de prestations, d'accompagnement. Ça, c'est assez. Il faut que ça soit renforcé, en tout cas, concernant les mutuelles. Vous avez la question des exonérations fiscales et sociales également, qui s'est posée pour les mutuelles. Vous avez, enfin voilà, il y a plusieurs mesures qui sont proposées par les mutuelles et qui se retrouvent dans ce plaidoyer et qui portent essentiellement en fait sur la prévoyance. Et on en est là, en fait, malheureusement, on en est là de l'ensemble de cette réforme de la protection sociale complémentaire. Dans la fonction publique de l'État, donc, on a en fait l'accord au niveau national qui a été établi et qui a été retranscrit au niveau réglementaire, mais c'est au niveau des négociations, au niveau de chaque ministère finalement que ça pêche, que ça a pris beaucoup de retard, ce qui va conduire à un report de la réforme, de l'entrée en vigueur de la réforme de cette obligation de participation financière en matière de santé. Et dans la fonction publique territoriale, on en a également au niveau des négociations, c'est-à-dire qu'on a des décrets qui viennent fixer les garanties et les montants de référence, mais il reste tout le reste de la négociation à établir. Et pour l'instant, on est encore à l'état de négociation, on n'a pas d'accord et encore moins de retranscription normative pour ce qui concerne la santé et la prévoyance. Sachant que pour la FPT, les dates d'entrée en vigueur sont un peu plus tardives, donc ce qui laisse un petit peu plus de temps, mais mine de rien, ça va arriver très très vite. Et on espère que en tout cas, d'ici la fin de l'année 2023, on y verra un peu plus clair parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui s'interrogent et qui souhaitent anticiper finalement sur les différents dispositifs, sauf que anticiper en pleine réforme, ça paraît particulièrement complexe dans la mesure où si on anticipe trop et qu'on met en place des mesures qui ne seront finalement pas conformes à ce qui sera négocié et ce qui sera acté, ça risque de poser des difficultés. Donc les agents attendent, sachant qu'en plus, entre-temps, contrairement à ce qui se passe dans la fonction publique de l'État, vous n'avez pas de dispositif transitoire qui permettrait de pallier au sein des employeurs territoriaux à l'absence de prise en charge des frais engagés pour la couverture santé et la prévoyance. Voilà, j'en ai terminé. Ça nous laisse une petite dizaine de minutes, Laurence, peut-être pour regarder un petit peu les questions qui ont pu se poser. Je vais déjà vous remercier infiniment, Maître Crevaux, pour cet exposé tout à fait complet et qui nous permet effectivement d'y voir un peu plus clair malgré le flou qui règne actuellement autour de cette réforme. Donc, je vais prendre une question, effectivement. Peut-être y avez-vous répondu durant votre exposé, mais la collectivité devra-t-elle prendre 50% du socle mis en place comme dans le secteur privé ou devrait-elle prendre en charge 15 €, même si le socle mis en place est de 40 € par exemple? Alors, dans les collectivités, vous devez avoir un contrat qui couvre au moins le socle, c'est-à-dire les garanties minimales. Après, le coût de cette garantie n'a pas d'incidence sur le montant, en tout cas pas légal. C'est-à-dire que légalement, vous avez juste, les collectivités locales ont juste à prendre en charge la moitié d'un montant de référence qui est fixé à 30 €. Donc, les collectivités, légalement, elles ont juste à prendre 15 €. Et peu importe finalement que le contrat que vous avez négocié coûte 40, 50, 60 ou 70 €. Il faut forcément que vous preniez 15 € minimum. Après, ça pourra faire l'objet des négociations locales. C'est-à-dire que vous pouvez très bien négocier au niveau local avec vos organisations syndicales pour aboutir à un montant supérieur, tant que vous respectez les 15 € minimum. Mmh. Très bien. Bah, écoutez,
Je ne peux que vous encourager à venir suivre la formation qui est animée par Maître Crevaux sur la protection sociale complémentaire de la fonction publique. Les prochaines dates sont le 3 juillet prochain ou le 17 novembre prochain. Peut-être d'ailleurs d'ici le 17 novembre, les choses auront-elles évolué et donc que vous aurez plus de détails de vos impacts et de vos devoirs en tant qu'assureur ou mutuelle sur ce sujet. Merci encore infiniment, Maître Crevaux. Et puis, je vous dis à tous un bon appétit et à très bientôt pour un nouveau webinaire. À très Bon bientôt, appétit, bonne à journée. bientôt, au revoir. Au revoir.